L'appel téléphonique de mon chauffeur Uber m'a fait réaliser qu'il ne me ramenait pas chez moi. J'avais commandé le Uber à 23h47 devant le Velvet Room, en centre-ville, après que mes amis m'ont fait faux bond plus tôt que prévu. L'application indiquait que mon chauffeur s'appelait David Kowalski, 5 étoiles, et qu'il serait là dans 3 minutes. J'étais épuisée par une longue journée de travail à l'hôpital, et je voulais juste rentrer à mon appartement sur Riverside Drive. Quand la Camry argentée s'est arrêtée, j'ai vérifié la plaque d'immatriculation avec l'application, et je suis montée sur la banquette arrière sans vraiment regarder le visage du chauffeur. Ce fut ma première erreur. La voiture sentait le café et le chewing-gum à la menthe, et il y avait un chapelet accroché au rétroviseur. Assez normal. Je lui ai donné mon adresse de vive voix même si elle était déjà dans l'application, et il a hoché la tête sans rien dire. Nous nous sommes éloignés du trottoir, et nous nous sommes insérés dans la circulation nocturne. J'ai appuyé ma tête contre la vitre, et j'ai fermé les yeux. Mes pieds me faisaient un mal de chien après avoir passé 6 heures debout dans la salle d'opération, et j'avais encore l'équipe du matin le lendemain. J'étais à moitié endormie quand son téléphone a sonné. Pas la sonnerie habituelle à laquelle on s'attend, mais un bruit de vieux téléphone qui semblait trop fort dans la voiture silencieuse. Il a répondu en espagnol, et sa voix a complètement changé. Elle est passée du ton doux, presque timide, qu'il avait utilisé pour confirmer mon adresse, à quelque chose de dur et d'autoritaire, qui m'a fait dresser les poils sur les bras. Je ne parle pas couramment l'espagnol, mais j'ai grandi en Californie du Sud, et j'en comprends assez pour saisir des fragments. Il a dit quelque chose à propos de la chica et 20 minutos, puis il a prononcé une adresse que je ne connaissais pas. Pas mon adresse. Quelque part sur Industrial Boulevard près des entrepôts. J'ai brusquement ouvert les yeux, et je me suis redressée sur mon siège en regardant l'arrière de sa tête. Il parlait toujours en espagnol d'un ton rapide, et je l'ai entendu dire como planamos, ce qui, je le savais, signifiait comme nous l'avions prévu. Mon cœur a commencé à battre plus vite parce que je ne le sentais pas bien. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié l'application Uber, et elle montrait que nous nous dirigions toujours dans la bonne direction, vers mon appartement. Mais le chauffeur parlait d'un tout autre endroit. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, qu'il parlait probablement de quelque chose qui n'avait rien à voir avec moi, qu'il coordonnait peu, être une course pour un autre passager plus tard. Mais ensuite, il a dit no puedes escapar, et je connaissais cette expression. Ça veut dire, elle ne peut pas s'échapper. L'application Uber affichait clairement le visage de mon chauffeur maintenant que je le regardais vraiment. L'homme sur le siège avant avait les mêmes traits de base, des cheveux bruns, une carrure similaire, mais quelque chose clochait au niveau de la mâchoire. La photo montrait un visage plus rond, et cet homme avait une structure plus pointue, plus angulaire. J'ai zoomé sur la photo avec des doigts tremblants, et j'ai remarqué une petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche sur la photo de l'application. L'homme qui conduisait n'avait pas de cicatrice. Ce n'était pas David Kowalski. Quelqu'un d'autre conduisait cette voiture avec le comte de David. J'ai eu la bouche sèche, et j'ai essayé de garder une respiration normale pour qu'il ne remarque pas que je paniquais. Il était toujours au téléphone, et son ton était devenu encore plus agressif. Il a dit quelque chose comme El Jeufquière, ce qui signifiait le patron veut, puis un nom que je n'ai pas saisi. J'ai jeté un coup d'œil à la poignée de porte à côté de moi, et je me suis demandé si je pouvais sauter au prochain feu rouge, mais nous étions maintenant sur l'autoroute, roulant à près de 100 km/h, et sauter me tuerait probablement. Il me fallait un autre plan. J'ai ouvert mes messages, et j'ai commencé à taper à ma colocataire Bethany, mais mes mains tremblaient tellement que je n'arrêtais pas de taper sur les mauvaises touches. Finalement, j'ai réussi à taper mauvais chauffeur, rentre pas à la maison appelle police, et j'ai appuyé sur envoyer juste au moment où le chauffeur a terminé son appel. Il m'a regardé dans le rétroviseur, et nos regards se sont croisés pendant une seconde. Il m'avait vu sur mon téléphone, il a demandé en anglais, avec à peine un accent, si j'étais à l'aise à l'arrière, et sa voix était amicale et détendue, comme si de rien n'était. Je me suis forcée à sourire et j'ai dit que j'allais bien, que j'envoyais juste un texto à ma colocataire pour lui dire que je serais bientôt rentrée. Il a hoché la tête et a reporté son attention sur la route, mais j'ai vu ses mains se crisper sur le volant. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone, et j'ai vu que mon message à Bethany n'avait pas été envoyé. Pas de réseau. J'ai regardé les barres en haut de mon écran, et je n'ai rien vu. Il avait un brouilleur de signal dans cette voiture. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude que c'était planifié et délibéré, et que j'étais en grave danger. Mon esprit passait en revue tout ce que je savais sur l'autodéfense et la survie, grâce à la formation
sur la sécurité, au travail de l'hôpital. Restez calme. Ne pas leur laisser savoir que vous êtes consciente du danger. Cherchez des opportunités de vous échapper. Faire du bruit et attirer l'attention si possible. Mais nous étions sur l'autoroute, avec des voitures, qui filaient à toute allure, dans l'obscurité. J'ai vérifié à nouveau l'application Uber, et j'ai vu qu'elle indiquait toujours que nous nous dirigions vers mon appartement, même si je pouvais voir par la fenêtre, que nous avions dépassé ma sortie 2000 plus tôt. L'application était fausse, piratée, ou quelque chose comme ça. Aucune des technologies auxquelles j'étais censée faire confiance ne fonctionnait. J'étais complètement seule dans cette voiture avec quelqu'un qui avait planifié cela avec suffisamment de soin pour voler le compte d'un autre chauffeur, bloquer les signaux cellulaires, et usurper le suivi GPS. Le téléphone du chauffeur a sonné à nouveau, et cette fois, il a répondu en anglais. Son accent était plus prononcé maintenant, moins contrôlé, et j'ai réalisé qu'il avait simulé l'accent plus léger auparavant. Il a dit oui, dans 20 minutes, et l'entrepôt sur Industrial, comme d'habitude, et j'ai senti mon estomac se nouer. Il a écouté un instant, puis a dit « Pas de problème, elle est calme », et il a ri d'une manière qui m'a donné la chair de poule. Quand il a raccroché, il a légèrement ajusté le rétroviseur, et je l'ai vu me regarder à nouveau. J'ai fait semblant de regarder par la fenêtre dans le vide, mais je regardais en fait son reflet. Son expression avait changé, il ne prenait plus la peine d'avoir l'air amical. Je lui ai demandé de la voix la plus normale que je pouvais trouver s'il pouvait monter le chauffage parce que j'avais froid. Il s'est penché en avant, et a ajusté quelque chose sur le tableau de bord sans répondre, et de l'air chaud a commencé à souffler des bouches d'aération. J'ai profité de ce moment où son attention était divisée pour scruter l'intérieur de la voiture à la recherche de quoi que ce soit, que je pourrais utiliser comme arme. Il n'y avait rien sur la banquette arrière à part moi et mon sac à main. J'avais du gaz poivré dans mon sac, enfoui sous mon portefeuille, et mes clés, et 1 millier d'autres choses. J'ai lentement ouvert la fermeture éclair du compartiment principal, et j'ai commencé à chercher à tâtons la petite bombe, en essayant de ne pas faire de mouvements évidents. Le chauffeur a pris une sortie que je ne connaissais pas, et nous avons commencé à nous engager dans des rues qui devenaient de plus en plus sombres et industrielles. Moins de lampadaires, plus de terrains vagues, des bâtiments aux fenêtres brisées et aux graffitis. C'était la partie de la ville d'où provenaient les victimes d'agressions à l'arme blanche et les overdoses qui arrivaient à l'hôpital. La zone où la police ne patrouillait que si elle y était absolument obligée. Mes doigts se sont finalement refermés sur le gaz poivré, et je l'ai sorti prudemment, en le gardant bas, et caché contre ma jambe. La sécurité était toujours enclenchée, et je ne pouvais pas risquer de faire entendre le clic en l'enlevant tout de suite. Je devais attendre le bon moment. Le chauffeur a tourné dans une rue qui était complètement plongée dans l'obscurité, à l'exception d'un seul lampadaire en état de marche à environ un pâté de maisons plus loin. Il y avait des entrepôts des deux côtés, leurs quais de chargement fermés, et sécurisés par des chaînes. Pas de voitures, pas de gens, pas de témoins. Il a ralenti, et s'est engagé dans une ruelle entre deux immenses bâtiments en béton, et ma fenêtre de tir se refermait rapidement. Il a mis la voiture sur la position parking, mais a laissé le moteur tourner, et a cherché quelque chose sous son siège. C'est à ce moment-là que je suis passé à l'action. J'ai retiré la sécurité du gaz poivré, je me suis jeté en avant entre les sièges, et je l'ai aspergé directement au visage, à une quinzaine de centimètres de distance. Il a hurlé et a levé les mains en l'air, se griffant les yeux, et je n'ai pas attendu de voir ce qui se passerait ensuite. J'ai attrapé la poignée de la porte et je me suis jeté hors de la voiture, percutant durement le sol avec mon épaule. Une douleur fulgurante a traversé mon bras, mais je me suis forcé à me lever et à courir. Derrière moi, je l'entendais hurler en espagnol, sa voix rauque et furieuse, puis le claquement d'une portière de voiture. J'ai couru vers le lampadaire que j'avais vu plus tôt, mes chaussures d'hôpital claquant contre l'asphalte brisé, mon sac à main rebondissant contre ma hanche. Mon épaule me faisait horriblement souffrir là où j'avais atterri dessus, mais l'adrénaline me faisait avancer. Le lampadaire semblait incroyablement loin, et je pouvais entendre des pas derrière moi qui se rapprochaient. Il se remettait du gaz poivré plus vite que je ne l'avais espéré. Il y avait un espace entre deux entrepôts sur ma gauche, et je m'y suis engouffré sans réfléchir, en espérant que ça mènerait quelque part, n'importe où, ailleurs que dans cette ruelle sombre. Je me suis faufilé à travers l'espace étroit, ma veste s'accrochant à quelque chose de pointu et se déchirant, et je suis ressorti sur une aire de chargement à l'arrière des bâtiments. Il y avait des bennes à ordures, et des palettes.
ainsi qu'un grillage de séparation entre cette propriété et la suivante. Je pouvais voir des lumières allumées dans un bâtiment à environ 2 pâtés de maison, à travers le grillage, une sorte d'usine ou de centre de transformation qui fonctionnait de nuit. Si je pouvais y arriver, je pourrais trouver des gens et être en sécurité. Le grillage mesurait environ 2,5 mètres de haut avec des barbelés sur le dessus. Je n'avais jamais escaladé de grillage de ma vie, mais je n'avais plus le choix maintenant. Je pouvais entendre le chauffeur se faufiler à travers l'espace derrière moi, jurant toujours en espagnol, sa respiration rauque et en colère. J'ai sauté, et j'ai attrapé le grillage, mes doigts se glissant à travers les losanges en métal, et j'ai commencé à me hisser. Mes bras tremblaient, et j'avais l'impression que mon épaule était en feu, mais j'ai continué à grimper. J'étais presque en haut quand j'ai senti une main attraper ma cheville et tirer vers le bas. J'ai donné un violent coup de pied avec mon autre jambe, et j'ai senti que ça heurtait quelque chose de mou, et la prise sur ma cheville s'est desserrée. Je me suis hissé par-dessus le sommet de la clôture, sentant les barbelés me déchirer le dos, et puis je suis tombé de l'autre côté. J'ai atterri en tas sur le sol, le souffle coupé, et je suis resté là à haleter pendant quelques secondes, pendant que ma vision se brouillait. Le chauffeur escaladait le grillage derrière moi, beaucoup plus vite, et avec plus de coordination que moi. Je me suis forcé à me lever, même si mes jambes semblaient être en coton, et j'ai commencé à courir vers le bâtiment éclairé. Mon dos me brûlait là où les barbelés m'avaient coupé, et je sentais de l'humidité tremper ma chemise, ce qui était probablement du sang. Le bâtiment se rapprochait, et je pouvais voir qu'il s'agissait d'une sorte d'usine de transformation de viande. Il y avait des camions reculés vers les quais de chargement et des gens qui s'affairaient à l'intérieur, sous des néons très lumineux. J'ai couru vers le quai le plus proche, où un homme en blouse blanche et filet à cheveux vérifiait quelque chose sur un presse-papier. Je hurlais à l'aide avant même de l'atteindre, ma voix sortant rauque et désespérée, et il a levé les yeux, la bouche grande ouverte sous le choc. J'ai trébuché sur les marches en béton du quai de chargement, et l'homme m'a rattrapé, avant que je ne tombe. J'essayais de lui dire que quelqu'un me poursuivait, que j'avais besoin qu'il appelle les urgences, mais les mots sortaient confus sous le coup de la panique. Il m'a guidé à l'intérieur du bâtiment où il faisait chaud et clair, et qui sentait la viande crue et les produits de nettoyage. D'autres travailleurs nous dévisageaient, et quelqu'un était déjà au téléphone pour appeler à l'aide. L'homme m'a fait asseoir sur une caisse en plastique, et m'a demandé si j'étais blessée, et je lui ai parlé de mon dos et de mon épaule. Une femme est arrivée avec une trousse de premier secours, et a commencé à examiner les coupures dans mon dos, à travers ma veste déchirée. Et elle a dit qu'elles n'étaient pas aussi profondes qu'elles en avaient l'air, mais qu'il faudrait que je me fasse examiner correctement. J'ai demandé si quelqu'un m'avait suivi à l'intérieur, et l'homme a répondu que non. Ils avaient verrouillé la porte du quai derrière moi, et n'avaient vu personne d'autre. Je n'arrêtais pas de trembler, et la femme a enroulé une couverture autour de mes épaules, même s'il ne faisait pas particulièrement froid dans le bâtiment. La police est arrivée environ 10 minutes plus tard, 2 agents qui ont pris ma déclaration, pendant que j'étais assise là, enveloppée dans la couverture. Je leur ai tout raconté, du moment où je suis montée dans la voiture jusqu'à l'escalade du grillage, et l'un d'eux notait tout dans un carnet, pendant que l'autre appelait par radio d'autres unités pour fouiller la zone. Ils ont retrouvé la Camry argentée abandonnée dans la ruelle d'où je m'étais échappée. La portière côté conducteur était toujours ouverte, et le moteur tournait encore. Le téléphone que je l'avais vu utiliser avait disparu, tout comme ce qu'ils cherchaient sous le siège, mais ils ont trouvé un ordinateur portable dans le coffre contenant des logiciels, pour pirater les comptes de covoiturage et des programmes d'usurpation de GPS. Il y avait aussi un sac de sport avec des attaches en plastique, du ruban adhésif, un pistolet paralysant, et une seringue remplie de quelque chose dont la police ne m'informerait que plus tard. Le vrai David Kowalski a été retrouvé inconscient dans son appartement avec un traumatisme crânien. Quelqu'un était entré par effraction cet après-midi-là, l'avait assommé, lui avait volé son téléphone et ses clés de voiture, et l'avait laissé ligoter dans sa salle de bain. Il était resté là pendant 8 heures avant que sa petite amie ne passe et ne le trouve. Il n'avait aucun lien avec l'homme qui avait utilisé son compte et sa voiture, et la police a dit qu'il avait été ciblé spécifiquement parce que son itinéraire de cette nuit-là l'aurait fait passer par mon quartier, exactement à l'heure où je quitterais le bar. L'inspectrice qui a pris en charge mon affaire s'appelait Viviane Cross, et elle s'est assise avec moi à l'hôpital, pendant qu'on recousait mon dos. Elle m'a dit qu'il ne s'agissait pas d'une attaque aléatoire ou d'un crime d'opportunité. Quelqu'un m'avait observé pendant des semaines, apprenant mon emploi du temps, mes habitudes et mes lieux de fréquentation réguliers.
Ils savaient que je prenais des Uber pour rentrer du Velvet Room presque tous les jeudis soirs parce que mes amis s'y retrouvaient après le travail. Ils ont trouvé 14 photos de moi sur l'ordinateur portable dans la voiture, prises de loin, au cours du mois dernier. Moi quittant l'hôpital en tenue de bloc. Moi prenant un café à l'endroit près de mon appartement. Moi entrant dans le Velvet Room. L'inspectrice Cross m'a demandé si j'avais une idée de qui pourrait vouloir me cibler spécifiquement, et je n'arrivais à penser à personne. Je n'étais impliquée dans rien de dangereux. J'étais une infirmière en chirurgie qui allait travailler, rentrait chez elle, et voyait les 5 mêmes amis selon un roulement régulier. Mais ensuite, l'inspectrice Cross m'a montré une photo de l'ordinateur portable, et tout a commencé à prendre sens de la pire façon possible. C'était une capture d'écran d'un article de presse sur un procès qui s'était tenu 6 mois plus tôt. Un homme du nom de Victor Delgado avait été reconnu coupable de diriger un réseau de trafic qui faisait passer des femmes de l'autre côté de la frontière, et les forçait à diverses formes de travail. J'avais été témoin à ce procès, parce que l'une de ses victimes était passée par nos urgences, avec des blessures que j'avais signalées aux autorités. Mon témoignage avait en partie contribué à le faire incarcérer pour 20 ans. L'article incluait une photo de moi quittant le tribunal, et quelqu'un avait tracé un cercle rouge autour de mon visage. Victor Delgado avait 2 frères, et tous 2 avaient disparu de leurs adresses connues à peu près au moment où le verdict avait été rendu. L'inspectrice Cross a déclaré qu'il recherchait les frères depuis des mois, sans succès. L'homme qui conduisait la voiture a été attrapé 3 jours plus tard, alors qu'il essayait de monter dans un bus pour le Mexique. Son nom était Ramon Delgado, le petit frère de Victor. Il ne parlait pas à la police, mais les preuves de l'ordinateur portable et de la voiture étaient suffisantes pour l'inculper d'enlèvement, d'agression et d'une douzaine d'autres délits. Ils n'ont jamais retrouvé le frère aîné, Louis, et l'inspectrice Cross a dit que c'était probablement lui qui avait tout planifié, pendant que Ramon faisait le travail effectif. La police m'a assigné une garde rapprochée pendant 2 semaines, et je suis restée chez les parents de Bethany dans l'Oregon, pendant qu'ils cherchaient Louis. Je ne pouvais pas retourner à mon appartement parce que je ne m'y sentais plus en sécurité, sachant que quelqu'un m'avait observé aller et venir pendant des semaines, sans que je ne m'en aperçoive. L'hôpital m'a accordé un congé, et j'ai passé la majeure partie de ce temps à essayer de digérer ce qui avait failli m'arriver dans cet entrepôt. La mère de Bethany m'a poussée à parler à une thérapeute, et j'ai d'abord résisté, parce que je ne pensais pas en avoir besoin. Je m'étais échappée, j'allais bien, j'avais juste besoin de temps pour revenir à la normale. Mais les cauchemars ont commencé environ 1 semaine après l'agression. Je rêvais sans cesse d'être à l'arrière de cette voiture, d'entendre la voix du chauffeur changer au téléphone, de regarder mon message à Bethany ne pas s'envoyer. Parfois, dans les rêves, je ne sortais pas de la voiture à temps. Parfois, j'atteignais le grillage mais je ne pouvais pas l'escalader. Parfois, je me faisais attraper, et je me réveillais en sueur et haletante, avec la mère de Bethany debout dans l'embrasure de la porte, me demandant si j'allais bien. La thérapeute m'a aidé à comprendre que le fait de frôler la mort change quelque chose dans votre cerveau, que le fait de se sentir complètement impuissant, puis de devoir se battre pour sa survie, laisse des marques qui ne se voient pas à l'extérieur. Elle m'a appris des techniques pour gérer les crises de panique, qui commençaient à se produire de manière aléatoire. J'étais à l'épicerie ou à la station-service, et soudainement, mon cœur se mettait à battre la chamade, je n'arrivais plus à respirer, et je devais m'asseoir et compter à rebours à partir de 100, jusqu'à ce que ça passe. Au bout de 3 semaines, l'inspectrice Cross m'a appelé pour me donner des nouvelles. Ils avaient retrouvé Luis Delgado en Arizona, vivant sous un faux nom et travaillant dans une entreprise de construction. Lors de son arrestation, il possédait un box de stockage rempli de matériel de surveillance et de photos supplémentaires de moi. Il prévoyait de réessayer une fois que les choses se seraient calmées, une fois que je penserais pouvoir reprendre le cours normal de ma vie, en toute sécurité. La police a trouvé des notes détaillées sur mon emploi du temps à l'hôpital, les heures de travail de ma colocataire, l'itinéraire que j'empruntais pour me rendre à la salle de sport 3 fois par semaine. Il m'observait depuis des mois, pas des semaines. Le niveau de planification était si minutieux qu'il m'a rendu malade. Les 2 frères allaient être jugés, et le procureur a dit que mon témoignage serait à nouveau crucial. J'ai déménagé dans une autre ville, après cela, parce que je ne pouvais pas supporter de vivre au même endroit où j'avais été traquée comme ça.
J'ai été transférée dans un hôpital à Seattle, où personne ne connaissait mon histoire, et j'ai pris un studio au 8e étage d'un immeuble, avec des caméras de sécurité, et un portier. J'ai complètement arrêté de prendre des Uber. Maintenant, je ne prends que des bus ou des trains, où il y a d'autres personnes autour, où je marche même, si cela prend plus de temps. Je ne sors plus seule à la nuit tombée. Je sais que ça me fait paraître paranoïaque, et ma thérapeute dit que je travaille sur des réactions post-traumatiques, mais je ne peux pas me résoudre à prendre le risque. Parfois, je pense à la façon dont j'ai frôlé la disparition cette nuit-là, si je n'avais pas été assez réveillée pour entendre cet appel téléphonique. Si je n'avais pas compris assez d'espagnol pour saisir ces mots précis, si je n'avais pas eu de gaz poivré dans mon sac à main, ou si j'étais restée paralysée au lieu de me battre. Il y a tellement de petits choix qui m'ont sauvé la vie. Le procès des deux frères a eu lieu environ 6 mois plus tard, et je suis retournée témoigner à nouveau. Le procureur m'avait dit à l'avance que Ramon avait accepté une négociation de peine et coopérait contre Luis en échange d'une réduction de peine. Il allait témoigner sur la façon dont ils avaient tout planifié, comment ils m'avaient ciblé spécifiquement par vengeance, comment ils avaient l'intention de me tuer, et de faire croire que j'avais juste disparu après une soirée. M'asseoir dans ce tribunal et écouter Ramon décrire avec des détails cliniques ce qu'ils avaient prévu de me faire a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Il ne m'a pas regardé une seule fois pendant son témoignage. Il regardait fixement la table devant lui, et répondait aux questions du procureur d'une voix monocorde et plate. Ils avaient volé l'identité de David Kowalski, 3 jours avant l'enlèvement prévu. Ils avaient testé le brouilleur de signal dans la voiture à plusieurs reprises, pour s'assurer qu'il fonctionnait. Ils avaient repéré l'emplacement de l'entrepôt, et préparé une pièce à l'arrière, où personne ne m'entendrait crier. Luis Delgado a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Ramon a écopé de 30 ans. J'ai témoigné lors des 2 prononcés de peine sur l'impact de leurs actes sur ma vie, sur les crises de panique et les cauchemars, et la peur constante que quelqu'un d'autre puisse m'observer. La juge a écouté et a hoché la tête en disant qu'elle comprenait la gravité du traumatisme qu'ils avaient causé, mais des mots sur du papier ne peuvent pas vraiment capturer ce que l'on ressent, quand on sait que 2 personnes ont passé des mois à planifier votre meurtre, et ont presque réussi. Après le procès, je pensais que je ressentirais une sorte de clôture ou de soulagement, mais je me suis surtout sentie vide. La menace était neutralisée, les 2 frères étaient en prison, mais je ne pouvais pas retrouver le sentiment de sécurité que j'avais avant cette nuit-là. Je ne pouvais pas effacer la certitude que le danger pouvait ressembler à un trajet Uber normal, avec un chapelet accroché au rétroviseur. Ma thérapeute a dit que c'était normal, que la guérison d'un traumatisme n'est pas linéaire, et qu'il n'y a pas de délai pour se sentir bien à nouveau. L'inspectrice Cross est restée en contact avec moi, après que tout a été terminé. Elle m'a dit qu'elle était flic depuis 15 ans, et qu'elle avait travaillé sur des dizaines d'affaires d'enlèvement, mais que quelque chose dans la mienne l'avait marqué. Être était-ce à quel point j'avais été proche de disparaître complètement, ou la quantité de planification qui y avait été consacrée, ou la façon dont j'avais réussi à me sauver avec rien d'autre que du gaz poivré et de l'adrénaline. Elle a dit que la plupart des gens dans ma situation sont soit pétrifiés soit obéissants, et le fait que je me sois défendue, de manière si agressive, a probablement assez surpris Ramon, pour me donner l'avantage dont j'avais besoin. Elle m'a aussi dit quelque chose qui m'a glacé le sang. La seringue qu'ils avaient trouvée dans le sac de sport dans le coffre contenait un sédatif assez puissant pour assommer quelqu'un pendant des heures. Si Ramon avait réussi à me l'injecter, avant que je ne sorte de la voiture, je n'aurais pas été assez consciente pour m'échapper. La frontière entre la vie et la mort avait été aussi mince. J'ai commencé à donner des cours d'autodéfense dans un centre communautaire à Seattle environ 1 an après l'agression. C'était l'idée de ma thérapeute, un moyen de reprendre le pouvoir et d'aider d'autres personnes à éviter ce qui m'est arrivé. J'apprends aux femmes à reconnaître les signes de danger, à faire confiance à leur instinct quand quelque chose ne va pas, à se battre sans pitié quand leur vie en dépend. Je leur raconte mon histoire, pas tous les détails parce que certaines parties sont encore trop à vif, mais suffisamment pour qu'elles comprennent que ce n'est pas théorique. Je leur montre les cicatrices sur mon dos causées par les barbelés. Je montre comment utiliser le gaz poivré efficacement, comment viser les yeux et le nez, comment vaporiser et courir sans attendre de voir si ça a marché. Je leur apprends que fuir est toujours préférable à combattre, que le but n'est pas de gagner une confrontation mais de s'échapper et de trouver de l'aide. La plupart des femmes de mes cours sont là parce qu'il leur est arrivé quelque chose, à elles ou à quelqu'un qu'elles aiment, et on n'en parle pas vraiment directement,
Mais ça se voit dans leur façon de pratiquer les techniques, l'intensité dans leurs yeux quand elles apprennent comment briser une prise de poignet ou piétiner un coup de pied. Nous portons toutes quelque chose. Ma vie d'aujourd'hui est différente de ce qu'elle était avant cette nuit-là. Je suis plus prudente, plus vigilante, plus consciente de mon environnement d'une manière qui semble parfois épuisante. Je ne bois pas quand je sors, car je veux rester alerte. Je vérifie toujours le visage du chauffeur par rapport à la photo de l'application, avant de monter dans une voiture, et si quelque chose cloche, même légèrement, j'annule la course, et j'en attends un autre. Je varie mes itinéraires pour rentrer chez moi et mon emploi du temps quotidien pour que personne ne puisse prédire mes habitudes. J'ai 3 marques différentes de gaz poivré à des endroits stratégiques dans mon appartement, mon sac à main et mon sac de sport. Certaines personnes pourraient appeler ça de la paranoïa, mais moi j'appelle ça de la survie. Je sais ce qui se passe quand on baisse la garde, quand on suppose que tout est normal et sûr juste parce que ça en a l'air en surface. J'ai appris cette leçon de la manière la plus dure possible. Bethany me rend visite à Seattle quelques fois par an, et elle me dit que j'ai l'air différente. Pas dans le mauvais sens, juste plus sérieuse, moins disposée à rire de choses qui pourraient être dangereuses. Elle a raison. Je ne peux plus regarder d'émissions sur des crimes réels, sans devenir anxieuse. Je ne peux plus entendre parler de cas d'enlèvement aux informations, sans que mon cœur ne se mette à s'emballer. Mais je suis aussi plus forte qu'avant sur des aspects qui comptent. Je sais que je peux survivre à des choses terribles. Je sais que je peux me battre quand c'est nécessaire. Je sais que je ne suis pas impuissante même quand tout semble désespéré. Ce ne sont pas des leçons que l'on souhaite apprendre, mais elles sont tout de même précieuses. Parfois, je pense à David Kowalski, et je me demande comment il va. L'hôpital où je travaillais m'a dit qu'il avait arrêté de conduire pour Uber, après ce qui lui était arrivé, et je ne lui en veux pas. Se faire voler son identité et la voir utilisée pour traquer une autre personne doit laisser son propre type de traumatisme. J'ai pensé à le contacter après le procès, mais je ne savais pas quoi lui dire. L'inspectrice m'a dit que des cas comme le mien deviennent de plus en plus courants, que les criminels deviennent sophistiqués dans l'exploitation de la confiance que les gens placent dans les applications de covoiturage. Ils volent des comptes de chauffeurs légitimes. Ils utilisent des brouilleurs de signaux et des usurpateurs de GPS. Ils planifient soigneusement et ciblent des victimes spécifiques. Elle a dit que mon cas les a aidés à développer de nouveaux protocoles pour enquêter sur les crimes liés au covoiturage, de nouvelles façons de vérifier l'identité des chauffeurs et de détecter quand les comptes ont été compromis. Ça n'efface pas ce qui m'est arrivé, mais au moins quelque chose de positif en est ressorti. D'autres personnes pourraient être plus en sécurité parce que j'ai accepté de témoigner à 2 reprises, d'abord contre Victor Delgado, puis contre ses frères. Ça doit bien compter pour quelque chose. Tard dans la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, j'ouvre parfois l'application Uber sur mon téléphone et je la regarde fixement. Je ne l'ai pas utilisée depuis 2 ans, mais je n'arrive pas non plus à la supprimer. C'est comme un rappel que des choses en apparence normales peuvent cacher de terribles dangers, que la technologie en laquelle nous avons confiance peut être utilisée contre nous. La dernière fois que Bethany est venue me voir, elle m'a demandé si je me sentirais un jour à nouveau en sécurité. Je lui ai répondu honnêtement que je ne le savais pas. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Ah, certains jours, je peux vivre ma vie sans vérifier constamment par-dessus mon épaule, ou sursauter à des bruits inattendus. D'autres jours, la peur est juste là sous la surface, prête à surgir au moindre déclencheur. Mais j'apprends à vivre avec, à accepter que cela fait partie de qui je suis maintenant, la femme qui s'est échappée, la femme qui a riposté, la femme qui a survécu, alors que ceux qui la traquaient avaient planifié chaque détail pour s'assurer qu'elle ne s'en sortirait pas. Je porte du gaz poivré partout où je vais, et je n'en ai pas honte. Je prends des itinéraires différents pour rentrer chez moi chaque jour, et je ne m'excuse pas d'être prudente. Je refuse de me sentir coupable de me protéger dans un monde où 2 hommes ont passé des mois à planifier de me faire disparaître. C'est ma vie maintenant, et je suis toujours là pour la vivre. Ça doit suffire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez apprécié, laissez un j'aime, un commentaire, et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire.